En partenariat avec Les Échos. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes députée écologiste NFP de Paris. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et ce grand rendez-vous prend place 3 jours après la nomination d'un nouveau Premier ministre, François Bayrou, président du MoDem, qui avait été cité quasiment à chaque fois depuis les nominations à Matignon sous la présidence d'Emmanuel Macron. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nomination arrachée au forceps, semble-t-il, et une nomination qui ne vous satisfait pas. On va le voir puisque vous espériez un Premier ministre de gauche. Nous allons donc voir aussi comment vous comptez avec le NFP et avec quel NFP travailler ou pas avec le gouvernement. Nous parlerons aussi de l'économie, de l'emploi, de la dette, des recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la transition de genre qui font polémique, l'arrivée du pape en Corse et bien sûr le cyclone qui frappe Mayotte, qui a frappé Mayotte et qui au dernier bilan a fait 14 morts et plus de 250 blessés. Pour vous interroger ce matin, je suis entouré de Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je parlais du cyclone, le cyclone Chido à Mayotte, 14 morts, plus de 250 blessés. Les bilans ne sont pas exactement vérifiés, en tout cas ils sont en progression, comme à chaque fois. Tristement, des villages entiers sur l'île de Mayotte dévastés, des vents à plus de 220 km/h. Bruno Retailleau se rend sur place demain. Qu'est-ce que vous dites ce matin, Sandrine Rousseau, que c'était prévisible et que ce genre de catastrophe va se répéter ? Alors déjà, je redis que les ouragans de ce type-là, les typhons, ces événements climatiques ont augmenté en force et en fréquence. En force parce que, en fait, il y a un phénomène qui est que comme l'océan se réchauffe, lié au réchauffement climatique, eh bien, la force de ces ouragans augmente elle aussi et augmente à peu près de 40%. Donc en fait, 40%. Oui. Donc on a vraiment. D'ailleurs, c'était une alerte violette et les alertes violettes étaient exceptionnelles il y a quelques années et aujourd'hui, on en a vu plusieurs. Je rappelle que et déjà, j'aurais dû commencer par cela et pardon, mais déjà une énorme pensée aux personnes qui vivent à Mayotte, aux familles qui sont à Mayotte. En plus, Mayotte est un territoire où il y a des bidonvilles, où il y a de la pauvreté et je ne sais pas ce que peut faire un ouragan dans un bidonville, mais probablement énormément de dégâts, probablement arrachés, énormément de dégâts qui n'existent plus. Et donc, je voudrais d'abord avoir une pensée, mais vraiment très solidaire pour elles et eux. Ensuite, dire que le réchauffement climatique est à la source de l'augmentation de la fréquence et de l'importance de ces événements climatiques. Et puis, rappeler aussi que on parle de catastrophe naturelle alors qu'en fait, il y a une forme de catastrophe humaine derrière cela. C'est notre incapacité à penser notre monde, notre urbanisme, notre habitat, la protection des personnes dans un monde qui se dérègle, qui se réchauffe et qui devient de plus en plus dangereux. Et là, force est de constater que nous sommes au rendez-vous de cela. Aujourd'hui, 2024 a été l'année la plus chaude. Vous dites qu'on n'a pas pris la mesure tout à fait de ce phénomène de dérèglement climatique et de l'adaptation. Vous n'avez pas l'impression quand même que ces dernières années, il y a des choses qui ont progressé, des choses qui ont été faites? Alors, on n'en a pas du tout, mais pas du tout pris la mesure. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est en train de faire des plans pour adapter la France à une augmentation de plus 4 degrés. Mais enfin, là, on est à plus 1,5 degré et on voit déjà qu'on est dans des situations de sécheresse, dans des situations d'inondation. Et puis, moi, je voudrais rappeler quelque chose parce que je trouve que on prend le réchauffement climatique souvent par l'angle des catastrophes que cela va générer et que cela génère déjà. Et oui, il y a ça. Mais je rappelle qu'un monde à plus 4 degrés, une France à plus 4 degrés, c'est une France qui est inassurable. Où les assurances, par exemple, n'assurent plus les maisons. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, mais elles vont un s'adapter. Pavillon, mais il n'y a pas d'adaptation possible des assurances. Il y a des pays où il fait 50 degrés et les assurances assurent. Un pavillon sur deux aujourd'hui, une maison individuelle sur deux aujourd'hui, est en risque de ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles. Ce retrait-gonflement des argiles, c'est le sol bouge en fonction des sécheresses et des inondations, ça casse les maisons. Une maison sur deux. Il n'y a pas d'assureurs qui ont les épaules suffisamment solides pour indemniser une maison sur deux en cas de réchauffement, en cas de retrait-gonflement. Suffisamment de fonds pour Ils n'ont pas indemniser. suffisamment de fonds et donc c'est une France non assurable. Les assureurs commencent déjà à ne plus vouloir assurer, par exemple dans la région de La Rochelle, dans laquelle j'ai vécu une partie de ma vie. Mais en fait, on se rend compte, en fait, c'est une déstabilisation sociale. Et il faut bien comprendre que ça n'est pas juste des inondations temporaires,
restreinte en termes de temps et de géographie, c'est profondément une déstabilisation de nos institutions. Alors, de votre point de vue, tant que la discussion publique ne sera pas centrée sur la question de la décroissance, pour reprendre une formule que vous avez déjà utilisée, ou la sobriété énergétique, parce que la décroissance plus largement, nous ne serons pas dans une politique accordée au changement climatique? Je vous dis juste que là, la décroissance, on est en train de la subir. Donc, je veux dire, on peut se gargariser de mots. On peut avoir des espèces de batailles comme ça en disant pas de décroissance. Une décroissance subie, c'est ce qu'il y a de pire en vérité. C'est ce qu'il y a de pire. Aujourd'hui, on a on a des secteurs entiers qui sont le théâtre de plans sociaux, de licenciements, où les gens perdent leur emploi. Mais c'est pas ça que vous pensez quand vous pensez à la décroissance. C'est pas ça que vous pensez. Mais absolument que si. C'est-à-dire que là, par exemple, pourquoi l'industrie automobile subit des plans sociaux sur plans sociaux? Pourquoi l'aéronautique s'inquiète de son avenir? Eh bien, précisément parce que nous sommes dans un moment de changement de société. Pourquoi nous n'accompagnons pas? Pourquoi nous laissons les gens tout seuls face à la détresse de perdre un emploi? Pourquoi nous n'anticipons pas? Dans l'économie, et c'est pas aux Échos que je vais apprendre ça, ni à vous d'ailleurs, mais en économie, il y a une règle. C'est de permettre aux investisseurs d'avoir une visibilité pour pouvoir avoir une stratégie. Ce que nous empêchons en ne voulant pas nous affronter au réchauffement climatique, c'est plusieurs visibilités. Sur l'automobile, il y a une stratégie, Madame Rousseau, quand même. La sortie du thermique en 2035 en Europe, c'est quand même un horizon qui est très clair et contre lequel se battent certains constructeurs. Alors déjà, ils se battent, ils refusent la réalité. Et pourquoi ils le font? Pour une raison très simple, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des mesures un petit peu fortes, on est revenu dessus. Donc en fait, je vais vous dire aujourd'hui, la stratégie la plus rationnelle, mais on ne fait pas grand-chose. Il y a une stratégie climat. On a baissé nos émissions de carbone l'année dernière. Si vous regardez pourquoi nous les avons baissées, eh bien nous les avons baissées uniquement parce que le prix de l'énergie a augmenté parce qu'il y avait de l'inflation. Aujourd'hui, un des secteurs sur lequel nous devons absolument mettre des investissements et permettre la transition, c'est sur l'industrie. Aujourd'hui, il y a 50 sites qui ont été identifiés comme étant des sites prioritaires dans la transformation. Aujourd'hui, et dans le budget que nous avons discuté dans l'hémicycle, il n'y avait pas les moyens en face. Je vous le redis parce que on peut se dire qu'on fait bien les choses. Voilà, on peut se le dire. Ça n'empêchera pas la catastrophe, je vais vous dire. Donc en fait, à un moment, il faut être responsable et rationnel. J'essaie de comprendre, quand vous nous dites, par exemple, c'est une question de bonne foi, décroissance égale, dans l'esprit de la plupart des gens, moins consommer. Ça veut dire aussi moins d'industrie. Ça veut dire une société où vous êtes plus sobre. Est-ce que de ce point de vue, l'Europe, alors peut-être est-ce que n'est pas en train de décroître aujourd'hui, et si tel est le cas, est-ce une bonne nouvelle pour vous? Mais la décroissance, c'est une manière de changer notre consommation, de ne pas penser que notre avenir ne vient que de l'articulation entre la consommation de masse et la production de masse, ce qui a été le modèle phare mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer ce système-là. On peut le regretter, c'est comme ça. Je vais vous dire, si vous regardez ne serait-ce que les chiffres de la consommation en France, ils diminuent actuellement. Pourquoi? Parce que les Français sont déjà en train de changer de pratique. Et la seconde main, malgré qui accueille favorablement la baisse du pouvoir d'achat. C'est surtout parce qu'ils ont moins de sous, Madame Rousseau. Non, il y a une progression de manière majeure de la seconde main, de l'occasion, de la réparation plutôt que de l'achat de neuf. Non, pas malgré soi. Il y a aussi une forme de changement de comportement vis-à-vis de la consommation. Ça n'est pas que du subi. Mais non, la baisse du pouvoir d'achat pour ceux qui n'en ont pas. Le pouvoir d'achat, parlons du pouvoir d'achat. Ça n'est pas un pouvoir d'achat, c'est un pouvoir de vivre dont il nous faudrait parler. Parce que là, les personnes, quand on parle du pouvoir d'achat, on laisse à penser que la solution serait d'acheter. Alors qu'en fait, les personnes qui sont concernées par le pouvoir d'achat, c'est qu'elles n'arrivent pas à manger, elles n'arrivent pas à se loger, elles n'arrivent pas à se soigner. Donc en fait, la question que nous devrions nous poser, c'est quels sont les besoins fondamentaux que nous devons assurer aux personnes. Nous devons assurer un droit à l'alimentation. Oui, c'est la sécurité sociale alimentaire qui est travaillée par certaines municipalités écologistes
écologique. Nous devons assurer la capacité à être dans un logement décent. Oui, c'est la politique du logement qui est assurée par certaines municipalités, départements, régions et sur certains secteurs. Donc je rappelle quand même que notre ancien ministre Kasbarian avait cassé à peu près l'intégralité du caractère social et solidaire de ce logement. Je rappelle que en plaidant pour la propriété individuelle. L'école, par exemple, fait partie de ces biens sociaux qui devraient être accessibles avec de la qualité à tout le monde. C'est ça, en fait, quand on parle de la France. Mais vous dites qu'on est en transition, Madame Rousseau. Donc, comme on est en transition, c'est une transition qui est dure pour tout le monde. Et donc, comme on est en transition, elle est quand même moins dure pour les plus riches. Mais ça a été comme ça de tout temps, Madame Rousseau. Il n'y a pas de transition dans l'ampleur dans laquelle on doit la faire aujourd'hui. Enfin, ça n'existe pas. Je reviens au cyclone et tout est lié. Mais quand on entend les écologistes, on a l'impression que c'est un interrupteur on-off. Et tout d'un coup, si on applique votre politique, il n'y a plus de cyclone, il n'y a plus d'inondation, il n'y a plus de sécheresse. Comment ça marche ? Mais il y aura toujours... Là, aujourd'hui, on est déjà avec un stock de carbone dans l'atmosphère qui fait que, précisément, on ne peut pas éviter le réchauffement climatique. La question, c'est de ne pas l'amplifier et c'est de nous adapter dès à présent. Mais ne pas l'amplifier, ce serait quand même une priorité, vous ne pensez pas ? Mais donc, avec ce que dit Mathieu et ce que dit Stéphane, la décroissance, moins consommer, moins produire, moins faire d'industrie. Vous pouvez essayer de faire peur avec ce mot. Je fais pas peur. Si, vous pouvez essayer de faire peur avec ce mot. Si, vous faites ça matin, midi et soir sur vos antennes. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'une gravité. Vous voulez qu'on appelle ça moins produire plutôt que la décroissance ? Les conditions de notre vie sur Terre sont menacées. Je vais même vous le présenter autrement. Peut-être cela vous touchera davantage. Prenons la santé psychique et mentale. Je viens de rendre un rapport à l'Assemblée nationale qui a été adopté à l'unanimité de la Commission des affaires sociales sur l'état de la psychiatrie, qui montre des chiffres absolument alarmants sur la santé psychique de nos jeunes. Sur l'éco-anxiété, les jeunes femmes ont eu des taux de progression d'actes, ce qu'on appelle auto-agressifs, c'est-à-dire en fait des tentatives de suicide, de plus 570% depuis 2008. Les hommes, c'est à peu près 350% d'augmentation. Quand vous interrogez les psychiatres sur pourquoi ces jeunes vont mal, parce que on ne peut pas imaginer que ce ne soit pas un enjeu majeur, un enjeu de santé publique, que de laisser nos jeunes tellement en désespoir qu'ils en viennent à retourner l'agressivité contre eux. Eh bien, les psychiatres vous répondent, ils ne se pensent pas d'avenir dans le monde. Ils vous répondent, ils subissent des violences, ils vous répondent, ils sont éco-anxieux. Au nom de quoi ? Au nom de quoi les intérêts économiques seraient supérieurs à la santé de nos jeunes ? Eh bien, c'est la question fondamentale à laquelle nous avons à répondre aujourd'hui. Eh bien, vous posez la question, on y répond juste après une première pause dans ce grand rendez-vous. À tout de suite. Les guerres et les crises économiques génèrent une urgence humanitaire au Moyen-Orient. Les hôpitaux et les écoles sont en danger. Pour reconstruire, soigner, éduquer, aidons les chrétiens d'Orient dans leur mission au service de tous. Les crises se multiplient, avec vous, nos forces aussi. Faites un don à l'œuvre d'Orient sur œuvre-orient.fr. À tous ceux qui réalisent que Noël, c'est plus que dans quelques jours, à ceux qui sont impatients d'ouvrir leurs cadeaux, et à ceux qui vont devoir attendre encore un petit peu. Tu restes à table, Nicolas, il y a le dessert d'abord, non mais fripon. Dès mardi chez Intermarché, la bûche glacée 3 chocolats Nestlé est à seulement 6,45 €, et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 décembre, 540 grammes, soit 11,94 € le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Renew. Avec Renew, véhicules d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 31 décembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicules d'occasion reconditionnés et certifiés. Borne d'une valeur de 600 € hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 31 décembre, voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Au quotidien, prenez les transports en commun. Philippe de Villiers, dans votre nouveau livre, vous partagez vos réflexions et des confidences de l'homme politique que vous avez été. Pourquoi Mémoricide ? Parce que le pronostic vital de la France est engagé. Toute ma vie, je me suis battu et je me battrai jusqu'au bout par amour de la France. Ce livre, c'est le récit d'une vie. Mémoricide, le nouveau best-seller de Philippe de Villiers aux éditions Fayard. On ne sait jamais quand on va se retrouver face à la grippe. Et on ne sait jamais non plus quand on va se retrouver face au Covid-19. Mais ce qui est certain,
c'est que la grippe et le Covid-19 sont toujours là. Et qu'il faut se protéger contre les deux. 65 ans et plus, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques, ne choisissez pas. Faites-vous vacciner contre la grippe et contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé. L'assurance maladie. Carrefour. Quand vous me dites « Il vient d'où votre foie gras ?» Il est excellent. Du Sud-Ouest. Et pour Noël, avec 34% de remise immédiate, le bloc de 300 grammes de foie gras de canard avec morceaux IGP du Sud-Ouest, La Berry, est à 16,39 € au lieu de 24,84 €. Et c'est jusqu'au 24 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Soit 54,63 € le kilo, différentes variétés, détails et liste des magasins participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. 10h, 11h. Le grand rendez-vous européen avec les Échos. Stéphane Dupont. Mathieu Boccoté. Pierre de Villeneuve. Et toujours Sandrine Rousseau qui est l'invitée du grand rendez-vous. François Bayrou, nouveau Premier ministre, nouveau locataire de Matignon. Vous avez osé, Sandrine Rousseau, vous avez osé sur votre compte Twitter la contrepétrie. Macron, Bayrou, Macrou, Bayron. Ça vous fait rire ? Oui, bon, voilà, c'était un mot. C'est pour dire quoi ? Ça veut dire que c'est blanc bonnet, bonnet blanc ? C'est la même chose, absolument. C'était blanc bonnet et bonnet blanc. Mais est-ce que vous êtes sûr de ça ? Alors, je ne vois pas en quoi François Bayrou, qui a soutenu de manière très intensive Emmanuel Macron en 2017, depuis 2017, qui, malgré le fait qu'il n'ait pas été dans les gouvernements successifs, a continué son soutien. Je pense que oui, il y a quand même une forme de congruence. Et moi, j'avais même entendu. Il n'y a pas toujours eu beaucoup de ministres du MoDem dans les gouvernements Macron. Et vous, jusqu'au dernier moment, je ne sais pas si vous avez suivi le feuilleton de cette nomination, jusqu'au dernier moment, la première intention vendredi matin du président de la République, c'est de ne pas nommer François Bayrou. Ouais, ça dit la faiblesse de ce président de la République, soit dit en passant. Mais oui, il n'y a pas eu beaucoup de ministres du MoDem à l'intérieur du gouvernement, mais François Bayrou n'a jamais cessé de soutenir Emmanuel Macron envers et contre tout. Et j'ai même entendu ou lu quelque part que François Bayrou considérait qu'Emmanuel Macron avait prolongé son œuvre d'une certaine manière en essayant de consolider un centre politique, puisque c'était la grande bataille politique de François Bayrou que de construire un centre. Mais vous voulez pas laisser le bénéfice du doute à François Bayrou ? Il est ouvert à un certain nombre de sujets, la proportionnelle que vous avez défendue. Il a l'air de vouloir s'affranchir un petit peu du président de la République, c'est ce que vous venez de dire. Vous êtes déjà dans une position, Bayrou c'est non, quoi. Nous, rien. Mais Bayrou n'a pas dit qu'il mènerait une autre politique. Bayrou il n'a rien dit pour le moment, ou pas grand-chose. Vous êtes comme François Mitterrand qui disait le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Exactement. Ah, mais j'ignorais cette phrase de François Mitterrand et donc oui, voilà, permettez que je reprenne à mon compte la phrase de François Mitterrand avec laquelle je n'ai pas tant d'affinité que ça. Mais vous êtes sur une opposition sur quelle gauche ? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que c'est la gauche Mélenchon, la gauche Faure, la gauche peut-être Rousseau ? Quelle gauche soutenez-vous, Sandrine Rousseau ? Eh bien, la gauche du nouveau Front populaire. Qui est désuni. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Le nouveau Front populaire est désuni. J'entendais aussi beaucoup la NUPES est désunie, la NUPES va exploser. Et moi, je vais vous dire le nombre de fois où j'ai répondu à cette question. Qui rentrent au gouvernement, vous verrez qu'il est désuni, puisque Jean-Luc Mélenchon, j'imagine, ne veut pas entrer au gouvernement. Je vous donne rendez-vous pour voir s'il y a des ministres socialistes qui rentrent. Et j'ai entendu Olivier Faure dire qu'il serait exclu du Parti socialiste, de sorte qu'en fait, il ne serait pas socialiste à l'instant même où il rentrerait dans le gouvernement. La différence entre vous et les socialistes, c'est que eux, ils disent on va pas voter la censure dès la déclaration de politique générale de François Bayrou. Ils sont beaucoup plus ouverts. Ils disent on attend de voir s'il y a un accord, pas de censure, on censurera pas s'il y a pas de recours au 49.3. Vous n'êtes pas du tout dans cette position-là. Vous dites dès sa déclaration politique générale, on le censure. Donc il y a une divergence profonde entre vous. On est exactement dans la même situation qu'avec Michel Barnier. Donc moi je veux bien qu'on fasse autre chose qu'avec Michel Barnier, mais enfin à la fin on est dans la même situation qu'avec Michel Barnier, c'est-à-dire c'est la même politique avec les mêmes types de volontés. On sait pas, oui. Mais enfin, est-ce que François Bayrou a dit qu'il abrogerait la réforme des retraites ? Est-ce qu'il l'a dit ? Mais enfin, il l'aurait dit maintenant. Je veux dire, si vraiment il voulait aller chercher les personnes de gauche, s'il voulait vraiment chercher une alliance avec la gauche, il aurait dit abrogation de la réforme des retraites. Il ne l'a pas dit. Par contre, ce qu'il a fait, c'est que la veille, il a appelé le Rassemblement national. Donc, c'était absolument la même chose que Barnier. Ben non, il ne nous a pas appelés.
Mais comment ça, Mais non, il ne nous a pas appelés. Il va vous recevoir, la semaine prochaine, il va vous recevoir à partir de demain. De fait, aujourd'hui, les seuls qu'il a appelés, c'est le Rassemblement national. Il ne nous a pas appelés. Donc en fait, ça suffit, cette espèce d'hypocrisie et cette volonté obtuse et inconséquente d'Emmanuel Macron de vouloir poursuivre envers et contre tout sa politique. Mathieu. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est mieux que tout le monde. Mathieu, parce qu'Emmanuel Macron réfléchit mieux que tout le monde. Parce qu'Emmanuel Macron comprend mieux que tout le monde. Ça suffit. Mais cela dit, Madame Tondelier, qui était de passage, je ne sais quelle radio, il y a quelques jours, on lui demande, bon, il faut une gauche quand même. Monsieur Cazeneuve, par exemple. Et elle répond, est-ce qu'il est encore de gauche? Donc, dans votre esprit, Monsieur Cazeneuve, par exemple, ce sera un candidat légitime pour être capable d'ouvrir, parce que on comprend qu'il y a la nécessité. Ça peut pas être que le NFP, il y a une nécessaire ouverture aux macronistes de gauche. Est-ce qu'un homme comme Cazeneuve est pour vous un homme de gauche légitime? Alors, Monsieur Cazeneuve n'a jamais été appelé. Donc, en fait, on peut se faire des hypothèses. Non, mais Madame Tondelier a dit non. Non, mais on peut faire des hypothèses. Monsieur Cazeneuve n'a jamais été appelé. Par qui? Jamais. Par Emmanuel Macron, il n'a jamais été appelé. Il a été consulté, il l'a reçu Non, l'été jamais. dernier. Il n'a jamais été appelé. Si, l'été dernier, si. Non, mais Stéphane a raison. Non, mais il n'a jamais été appelé on dit pour la être vérité sur cette antenne. Absolument, il n'a jamais été appelé pour être Premier ministre d'aucune manière. Mais il a été consulté. Il a été consulté comme ont été consultés Marine Tondelier. Est-ce que Marine Tondelier, on lui a proposé le poste de Première ministre? Non, je reviens sur la question qui me semble importante. Ça n'est pas une proposition. Madame Tondelier dit, Monsieur Cazeneuve n'est pas un homme de gauche, Monsieur Cazeneuve n'appartient plus à ce qu'est la gauche. Donc je vous pose la question, qui appartient encore à la gauche? Je vais vous dire ce que j'ai contre Monsieur Cazeneuve. Je vais vous dire ce que j'ai contre Monsieur Cazeneuve, mais en l'occurrence, je le répète, ça n'est pas une hypothèse. Donc en fait là, on cherche des choses qui n'existent pas et pourquoi on cherche ces choses-là? Parce qu'on veut montrer que Emmanuel Macron a tout essayé, ce qui n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, il n'a pas essayé. Donc, je pose ça là. Maintenant, je vous réponds sur Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur au moment de ce qu'on a appelé la lutte contre le barrage de Sivins. Sivins était une retenue, un barrage qui était voulu sur une réserve, enfin sur une zone humide, et il y avait des opposants écologistes qui souhaitaient que cette zone humide reste à l'état de zone humide et que ça ne soit pas bétonné par un barrage. C'était une lutte légitime parce que la question de l'eau va devenir absolument centrale et il voulait préserver la biodiversité et le fonctionnement naturel du cycle de l'eau sur cette zone. Donc ils avaient raison d'être là. Et il y avait des jeunes, si c'était interdit. Et il y avait des jeunes qui manifestaient. Oui, même si c'était interdit, ils avaient raison d'être là et de lutter de manière pacifique. Mais la loi est optionnelle. Sur ce barrage. Il se trouve qu'il y a eu un mort. Oui. Et qu'il était ministre de l'Intérieur. Eh bien, c'est un militant écologiste qui a été tué à ce moment-là. C'est quand même pas la faute de Bernard Cazeneuve si il n'avait pas à envoyer les forces. C'est Rémi Fraisse. Il n'avait pas à envoyer les forces de l'ordre sur un combat aussi légitime. Sur une manifestation interdite, Sandrine Rousseau. Ce n'était pas une manifestation. C'était un village en quelque sorte, un regroupement qui s'était organisé de manière totalement pacifique pour une bonne raison. Eh bien, la question que je pose à Bernard Cazeneuve, c'est quelle est la dernière fois où vous avez parlé d'écologie? Est-ce que c'était avant 1972 ou est-ce que c'était après? Donc ça, c'est la raison pour laquelle vous excluez Bernard Cazeneuve de toute responsabilité politique. Aujourd'hui, vous ne voudriez même pas qu'il rentre au gouvernement, par exemple? Mais il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas à commenter. Je dis juste que selon la ligne politique, demain rentre dans le gouvernement Bayrou, vous censurez le gouvernement? Oui, je censurerai. Sandrine Rousseau, je censurerai le gouvernement. Je tiens quand même à dire que c'est une décision collective. C'est une décision collective dans le groupe écologiste qui n'a pas encore été prise. Donc, je ne veux pas préempter la décision du groupe écologiste. Mais votre opinion, moi, ma position est celle-ci. Marine Tondelier, elle est manifestement beaucoup moins pro-censure que vous. Elle a un discours pour le moment. Elle dit attendons de voir. Vous êtes sur la ligne dure. Vous êtes sur la ligne peut-être a-t-elle de l'espoir sur François Bayrou. Moi, je n'en ai pas. Voilà notre différence. François Bayrou avait appelé à voter pour le PS à la présidentielle de 2012 contre Nicolas Sarkozy. Il avait appelé à voter François Hollande. En 2007, il avait demandé à voter blanc. Et donc, il n'avait pas non plus adoubé Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle on peut pas vraiment dire Michel Barnier est égal à François Bayrou. C'est pas, il y a le centre et la droite. C'est pas exactement la même formation politique, Sandrine Rousseau. François Bayrou s'est opposé à la constitutionnalisation de l'IVG, par exemple. Je voulais qu'on rentre dans le détail. Eh bien, pas de problème, allons-y. Donc, François Bayrou s'est opposé à la constitutionnalisation de l'IVG. Vous connaissez mon combat en faveur de l'égalité femmes-hommes.
et de l'accès à l'IVG. Donc, par exemple, prenons le fond en dehors de tout positionnement politique, eh bien rien que pour cela, ça mériterait que nous le censurions. Alors, que je comprenne mieux pour vous, François Bayrou est un conservateur moral en quelque sorte. Au fond de lui-même, il est anti-avortement, il est anti-IVG. Ah ben, il s'est positionné sur la non-entrée du droit à l'IVG dans la Constitution, ce qui a été un droit absolument majeur acquis et surtout consolidé pour les femmes. L'IVG a été un droit absolument majeur pour les femmes, et l'entrée dans la Constitution française est un acte que peu de pays ont fait et qui est vraiment très important en regard de l'incapacité à revenir sur ce droit, quels que soient les gouvernements qui se succéderont dans l'avenir. Donc en fait, oui, c'est quelque chose qui garantit le droit des femmes. Et c'est la première fois en plus, je pense, que dans la Constitution entre quelque chose qui s'adresse véritablement aux femmes. Donc oui, c'est un droit, c'est une avancée majeure. Au nom de quoi s'oppose-t-il à cela ? Mais si je me permets de rappeler sa position, il ne s'oppose pas à l'IVG, il s'opposait simplement à la constitutionnalisation. Donc vous reconnaissez qu'il n'est pas opposé à l'IVG. C'est un mauvais procès à lui faire. Je ne comprends pas pourquoi il s'est opposé à la constitutionnalisation de cette IVG. L'argument qu'on entendait, c'est que la France ne doit pas prendre son agenda constitutionnel aux États-Unis en fonction de ce qui se passe aux États-Unis. Ça suffit. Permettez que je m'oppose à lui sur ce point. En tout cas, et pour clore sur le sujet du NFP, puisque c'était notre question initiale de savoir si le NFP était uni ou pas, là, depuis un quart d'heure, je vous entends. Sur les positions de Marine Tondelier, sur les positions de Bernard Cazeneuve, on peut pas dire que le NFP est uni quand on vous entend les uns les autres. J'ai l'impression que c'est vraiment une guerre de chapelle. J'entends vraiment beaucoup que nous serions désunis. Je le répète, j'ai dû répondre à peu près 172 fois à cette question. Sera 173. Eh bien, ce sera la 173e fois. Ça existe encore le NFP ? À l'heure où nous parlons, le NFP est non seulement uni, mais nous sommes dans la même stratégie. La NUPES a tenu, elle s'est transformée en NFP, et je sens qu'il y a une volonté absolument farouche de nous fracturer. C'est d'ailleurs la volonté. C'est d'ailleurs la volonté absolue d'Emmanuel Macron que de fracturer le NFP. Eh bien, je ferai partie de celles qui le tiendront et qui le soutiendront jusqu'au bout. Et en l'occurrence, si on regarde objectivement les faits aujourd'hui, il tient. Sandrine Rousseau est l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Leclerc. Saviez-vous que les bijoux en or 9 carats contiennent 2 fois moins d'or que les bijoux en or 18 carats ? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils vous sont régulièrement vendus plus cher. Alors pour Noël, si vous voulez offrir des bijoux en or 18 carats vraiment pas cher, rendez-vous au Manège à bijoux. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats, 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Relevé de prix réalisé sur échantillon représentatif de bijoux concurrents en or 18 carats 750 millième et 9 carats 375 millième du 18 avril au 18 novembre 2024. Non mais c'est pas possible ce volte-face. Pourquoi tu pètes les plombs ? Le bonus 2024 c'est fini, basta, du jour au lendemain. On s'en fiche, Fiat est là. What ? Chez Fiat, le bonus c'est 8 000 € et pour tous. Comment ça, il double le bonus ? Oui, mais faut se dépêcher, c'est jusqu'au 31 décembre seulement. T'as raison, pas de prise de tête, on file chez Fiat. En courant, Fiat étend le bonus écologique à 8 000 € pour tous. Oui, pour tous. Et c'est chez Fiat bien sûr. Si éligible au bonus éco de 4 000 €, remise éco Fiat de 4 000 € additionnels, offre à particulier sous condition de stock jusqu'au 31 décembre. Détails sur fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Fiat. Ce matin, dans le journal du dimanche, François Bayrou, ce qu'il a en tête, 24 heures après sa nomination, ce que veut faire le nouveau Premier ministre et toutes les coulisses du nouveau gouvernement. Mais aussi, décryptage du scandale de la Haute Autorité de Santé qui veut favoriser la transition sexuelle, les confidences de Philippe Diallo, réélu à la tête de la Fédération française de football, et l'interview de Richard Gere sur ses futurs projets. Le JDD, à retrouver en kiosque et en version numérique. Renault. On dit que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Pourtant, 50 ans après son lancement, Renault 5 revient pour un second coup de foudre. 100% électrique, jusqu'à 410 km d'autonomie et fabriqué en France. Profitez de Renault 5 e-Tech électrique avec borne de recharge offerte et jusqu'à 4 000 € de bonus écologique. Borne d'une valeur de 990 € hors taxe pour un forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 31 décembre, voire conditions sur service-public.fr et Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Ça, c'est Raymond qui a chopé un vilain virus juste avant l'anniversaire de son petit-fils. Ça, c'est Raymond qui a pris des antibiotiques pour guérir plus vite de ce vilain virus. Et ça, c'est Raymond qui, ne va pas guérir plus vite parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les vilains virus. Ah bah c'est dommage. Et oui, Raymond, mais vous fêterez ça la semaine prochaine. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur antibiomalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Lidl, réélu
réélu encore et encore meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, Lidl fait une faveur à ses clients. Quoi? Sur la gamme Favorina? Très oui patron, en ce moment chez Lidl, il y a jusqu'à moins 34% sur une sélection de produits Favorina. Jusqu'à moins 34%. Ça va favoriser les clients Lidl, hein? Ah ça oui, on est mal. Bah très mal, oui. Lidl sort le grand jeu de luxe. Des voitures, des vélos électriques et 100 000 € de bons d'achat à gagner. Rendez-vous sur l'application Lidl Plus jusqu'au 31 décembre. Règlements et informations sur Lidl.fr. 10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec les Échos. Mathieu Boccoté, Stéphane Dupont, Pierre de Villeneuve. Et notre invitée, la députée écologiste et Nouveau Front Populaire de Paris, Sandrine Rousseau, à sa passation de pouvoir, François Bayrou a parlé de l'Himalaya de la dette et a dit que plus que quiconque, il connaissait ce sujet, ce problème, puisqu'elle a toujours ébauché un programme présidentiel en fonction de cela. Y voyez-vous une logique avec un président de la République qui, lui, a creusé la dette plus que jamais ? Je vous remercie de reconnaître qu'il a creusé la dette plus que jamais, parce que c'est quand même incroyable qu'on ait peur de la gauche au titre de la dette que supposément elle pourrait... Pourquoi je ne le reconnaîtrais pas ? Je suis un observateur comme très bien, mais je l'entends peu. Je l'entends peu que c'est Emmanuel Macron qui a le plus creusé la dette, donc ça me fait plaisir de l'entendre à cette antenne. Et donc je le redis, oui, il a creusé la dette de manière abyssale. Et en fait, il est absolument incroyable que les autoproclamés Mozart de la finance nous explique aujourd'hui comment on doit faire, alors que le déficit n'a jamais été aussi important, que en plus il a été mal anticipé, et que aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation financière. Ma question, c'est comment est-ce que vous voulez que François Bayrou, qui dit on est au pied du mur, il y a l'Himalaya, c'est la dette, il faut que je la combatte, et que de l'autre côté il a un président de la République qui, lui, visiblement, soit la dette n'est pas un problème pour lui, soit c'est un problème accessoire. Mais c'est pour ça qu'on est exactement dans la même situation que Michel Barnier. Enfin, vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement que. Et c'est un bis respecté. Moi, j'ai l'impression d'être dans le jour de la marmarmotte. Vous savez, tous les 24 heures, on a la même chose. Alors, c'est Barnier, c'est Bayrou. Peut-être demain, ce sera Balladur. Moi, c'est le prairie que je fais maintenant. Je pense qu'on n'en est pas très loin. Laissez ce pauvre Édouard Balladur qui a passé les 90 ans. Oui, Moody's vient de dégrader la France, là, juste après la nomination de Michel Barnier, avec la censure. Vous n'avez pas eu l'impression que vous aggravez la situation du point de vue des finances publiques, parce que le budget a été retoqué, avec des conséquences un peu paradoxales, c'est-à-dire que la surtaxation des hauts revenus des grandes entreprises est tombée à l'eau, et que les agriculteurs vont pas recevoir les aides, et que le budget et le déficit est en train de filer à nouveau, et donc la situation s'aggrave. Avec votre censure, vous aggravez la situation d'une certaine manière. Il est absolument incroyable, mais incroyable, que ce soit nous qui soyons responsables de tous les maux de la terre, quoi. Alors je vais vous dire. Je suis pas sûr que c'est ce qu'on dise. Vous dire non, mais en fait, c'est pas ce que j'ai dit, madame. Je vous mets juste devant vos responsabilités. Permettez que je vous réponde en disant que nous ne sommes pas responsables de tous les maux de la terre, petit 1, que petit 2, celui qui, en l'occurrence, est responsable de l'instabilité politique et de la difficulté politique dans laquelle nous sommes s'appelle Emmanuel Macron, qu'il refuse, et que c'est quand même quelque chose qui devrait interroger le peuple que nous sommes. Il refuse la réalité démocratique, il est dans un déni, il veut poursuivre quoi qu'il en coûte, il veut poursuivre avec une obstination qui vraiment relève de l'inquiétude. Eh bien, il continue, il poursuit tout le temps sa politique parce qu'il est persuadé que c'est la seule qui est bonne. En fait, en démocratie, il faut accepter d'avoir raison et d'avoir tort. En démocratie, il faut accepter de perdre. En démocratie, il faut accepter de perdre. Et moi, j'ai dit un jour à Elisabeth Borne dans l'hémicycle que la démocratie était un art de perdre. Était un art de perdre en réalité. C'est-à-dire qu'on perdait avec les honneurs puisque c'était le peuple qui en avait décidé autrement. Elle a sorti sa cigarette électronique à l'époque, je me souviens. Bon, eh bien, je vais vous dire, je voudrais dire à Emmanuel Macron, voilà, la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. C'est surtout un art de perdre avec les honneurs. Winston Churchill. Absolument, perdez avec les honneurs. Mathieu Boccoté. Alors, sur la question de la dette, une citation de vous circule depuis quelques mois déjà. Vous avez dit la question de la dette est moins inquiétante. C'est ainsi qu'elle est perçue dans le débat public. Elle a été souvent citée ici. La question de la dette est moins inquiétante qu'il n'y paraît, car on pourrait toujours faire appel à l'épargne des Français
pour être capable de régler la dette. Autrement dit, est-ce que vous en appelez, et il se peut qu'on vous ait mal compris, à saisir potentiellement l'épargne des Français pour régler la dette? Autrement dit, est-ce que vous, moi, on a de l'argent dans notre compte en banque et un jour, il se pourrait que l'État décide de s'en saisir pour régler la dette? Alors, merci de me donner l'occasion de m'exprimer là-dessus, parce qu'en effet, ça a été extrêmement mal compris, et sans doute me suis-je mal exprimée pour que ça soit à ce point-là mal compris. Mais non, il n'y a aucun risque et vraiment aucune volonté de ma part de saisir l'épargne des Français. Il y a par contre cette question qui est quand une fois que vous mettez votre argent en banque, que devient cet argent? Comment est utilisé cet argent? La plupart du temps, sans votre accord, sans votre information. Vous ne savez pas, en fait, véritablement à quoi sert votre argent. Et si on regarde les pays qui sont solides économiquement, avec des dettes importantes, je pense notamment au Japon, eh bien, il y a ce qu'on appelle une possession domestique de la dette, c'est-à-dire que l'épargne des Japonais est utilisée par les banques, en partie dans l'achat de la dette japonaise, de sorte qu'il y a une souveraineté du Japon sur sa dette, qui dépend beaucoup moins des marchés financiers, des agences de notation, etc. Le Japon est à près de 200% de son PIB en stock de dette. C'est un modèle pour vous? Nous sommes à 120% à peu près, je crois, aujourd'hui. Et donc, je ne dis pas que le Japon... Cette proposition ne vous était pas exclusive. Il y a la loi Sapin 2 qui envisage un scénario comme celui-là. À Chypre, rappelez-vous, en 2011-12, quand l'État s'est permis de saisir une partie de l'épargne et d'interdire l'accès au guichet bancaire pour éviter... Donc, vous voyez, c'est une proposition qui circule. Donc, ce n'est pas du tout la vôtre, l'idée que l'épargne des Français peut être saisie par l'État. Pas du tout, d'aucune manière. D'accord. Non, mais le Japon, par contre, c'est un exemple. C'est ce que vous venez de décrire, une dette qui serait détenue essentiellement par des résidents et pas par des étrangers, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Alors le Japon, à ce que je sache, ne s'effondre pas. Alors après, ça n'est pas mon modèle économique. Un petit peu quand même. Non, c'est ce qu'on appelle de la décroissance. Ouais. Non, c'est pas une décroissance. Le Japon n'est pas en décroissance, et par ailleurs, il le serait à la limite. Je vais vous dire, il est en décroissance démographique, il est en démographique, et en stagnation économique. Non, je comprends pas tout. Il manque de compétitivité par rapport à des pays voisins comme la Corée, ça c'est certain. Mais notre productivité à nous s'effondre aussi. Enfin, je veux dire. Et donc, sur la question du Japon, ce que je retiens du Japon, c'est qu'il y a un moyen à la fois de ne pas diminuer et de mettre une politique extrêmement dure, violente, austéritaire sur l'ensemble des services publics, et de l'autre côté de continuer à avoir un pays qui fonctionne. Voilà, et pour cela il y a besoin de se dire que la dette est un objet social, est un objet collectif, et non pas un objet dans les mains des marchés financiers. Sandrine Rousseau, on va parler de sécurité et d'insécurité en France. Dans l'affaire des meurtres de Dunkerque, on apprend à l'instant que le tueur présumé inconnu de la police transportait plusieurs armes, c'est ce que dit le procureur. Je vois ce nouveau sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. 70% des Français sont favorables à la suspension des demandes d'asile des réfugiés syriens. Je cite ce sondage. Pourquoi? Parce qu'il est question que des ministres qui ont ouvert des chantiers importants, comme Bruno Retailleau, qui a été consulté en effet par François Bayrou, restent au gouvernement pour poursuivre le travail. La politique d'immigration, notamment l'augmentation de la durée de séjour dans les CRA, la question des visas consulaires, l'application des OQTF. Est-ce que tout cela, vous êtes d'accord pour qu'on poursuive ces dossiers? Alors, je ne suis pas d'accord pour qu'on ferme aujourd'hui, de manière autoritaire et unilatérale, la possibilité d'accéder au statut de réfugié pour les Syriens et Syriennes. Regardez les images de Syrie actuellement. Déjà, nous ne savons pas ce que va devenir la Syrie aujourd'hui. Il y a une forme d'incertitude sur le régime qui va pouvoir être mis en place. Et je rappelle qu'il y a des forces démocratiques syriennes qui devraient être à la table des négociations pour trouver une forme de stabilité au pays, qui, à ma connaissance, ne le sont toujours pas. Donc en fait, la Syrie, aujourd'hui, est dans un état de transition, un statut de transition dont on ne sait pas tout à fait ce qu'il va devenir. Regardez les prisons syriennes qui s'ouvrent et regardez l'état des prisonniers qui sortent. Quel pays serait-on à refuser le statut de réfugié à des gens qui ont vécu cela? Quel pays serait-on? Moi, je veux que nous soyons dans un respect des personnes qui ont lutté contre Bachar el-Assad, qui ont été
torturés probablement par lui. Mais vous êtes qui pour ont un eu examen peur quand pour même leur du dossier famille. de celui qui sortirait de cette prison. Mais de toute façon, il y a toujours des examens de dossier avec l'accord du statut de réfugié. Et en l'occurrence, je trouve vraiment non seulement violent, mais irresponsable et irrespectueux du courage qu'ont eu certains face à Bachar el-Assad, que de se dire qu'on va fermer complètement le statut de réfugié aux Syriens et Syriennes. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder le documentaire qui a eu un prix spécial à Cannes qui s'appelle Alep, je crois, de mémoire, et qui montre cette bataille d'Alep avec cette famille et cette petite fille et qui vraiment est absolument époustouflant de force et perturbant sur ce qu'est une lutte contre un pouvoir autoritaire. Nouvelle pause et on retrouve Sandrine Rousseau au grand rendez-vous. À tout de suite. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. C'est top le deuxième pot de Nutella à moitié prix. Merci. Avec plaisir. Et du coup, mes enfants ont voulu faire des crêpes pour le goûter. Oh, trop mignon, elles étaient réussies. Eh ben, heureusement que le Nutella, c'est aussi bon en tartine. Et ce qui est encore meilleur, c'est que jusqu'au 24 décembre chez Leclerc, pour l'achat d'un pot d'1 kilo de Nutella, le deuxième est à moins 50%. 2 kilos. Ah bah là, on va pouvoir en faire des crêpes. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Peugeot. Vous êtes sur la route et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez pas mal. Et si maintenant je vous dis que vous pourriez repartir au volant de cette 208 en version électrique, hybride ou thermique, et en plus disponible immédiatement à partir de 130 € par mois seulement? Ça aussi c'est pas mal, non? LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 3 400 € pour une 208 style essence 9 en stock sous conditions de reprise. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Grâce à vous, la Fondation du patrimoine sauve nos châteaux en péril. Mais aussi nos églises, nos petites chapelles. Sans oublier nos théâtres. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle sauve aussi nos lavoirs, nos moulins, pour les générations futures. Alors faites un don sur fondation-patrimoine.org. Fondation du patrimoine. Ça, c'est South Park. Cultissime. Un gars, une fille. Le couple le plus iconique de la télé. Je t'aime, chouchou. Vos programmes favoris sont disponibles gratuitement sur Pluto TV à tout moment et sur tous vos appareils. Pluto TV, des classiques déjà cultes et gratuits. Renew. Avec Renew, véhicule d'occasion toute marque des réseaux Renault et Dacia, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Jusqu'au 31 décembre, profitez de la borne de recharge offerte sur toute notre gamme de véhicules d'occasion 100% électriques. Renew, véhicule d'occasion reconditionné et certifié. Borne d'une valeur de 600 € hors taxe pour forfait borne plus installation. Offre à particuliers et professionnels du 1er au 31 décembre, voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Pensez à covoiturer. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Ah, le patron, je reviens pas. Ne me dis pas que le monsieur Cuisine Smart revient chez Lidl. Précis, et il y a un prix exceptionnel. En ce moment, le monsieur Cuisine Smart est à 199 € au lieu de 379. C'est du jamais vu chez Lidl. Seulement 199 €. C'est malin. Ah non, c'est smart. Comme moi d'ailleurs, car j'en ai pris un pour ma sœur, ma tante, ma cousine, Oui, et ma femme elle en veut un, c'est ça? Ah bon? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,10 € d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. 10h, 11h, Le grand rendez-vous européen avec les échos. Stéphane Dupont. Mathieu Boccoté, Pierre de Villeneuve. À 11h moins le quart sur Europe 1 avec notre invitée Sandrine Rousseau. Petite rectification précision, sur le titre du documentaire. Oui, le documentaire s'appelle Pour Sama et pardon pour cette erreur de titre. Mathieu Boccoté. Alors, Boualem Sansal est en ce moment écroué par les autorités algériennes. Comme d'autres, vous êtes désolé du fait qu'il soit écroué, mais vous avez par ailleurs senti le besoin d'ajouter que c'était un penseur suprémaciste et peut-être même d'extrême droite. Qu'entendez-vous par le suprémacisme de Boualem Sansal? Déjà, je voudrais redire à quel point il n'a pas à être en prison. Vraiment, vraiment pas. Le délit d'opinion n'existe pas et nous ne devons pas être en prison pour cela. Et par ailleurs, ce qui est encore plus choquant c'est déjà très choquant qu'il soit en prison et encore plus qu'il n'ait même pas le droit à un avocat. Donc là-dessus, enfin voilà, il y a pas de doute. Il y a aucun doute. Ça, je l'ai rappelé, vous êtes ensuite. Et donc, en quoi est-il suprémaciste? Eh bien, si on lit ses écrits, il y a plusieurs faits qui devraient nous interroger parce que je pense que ce sont des blessures, y compris en France,
que nous n'arrivons pas à regarder en face. Donc je vais vous les dire. La première, c'est la négation du fait colonial en tant que violence. En tant que violence. Et ça, le président c'est Macron quand même... a parlé de crimes contre l'humanité. Emmanuel Macron, oui. C'est le président de la là, République. on parle de Sansal. Donc, et en l'occurrence, je reviendrai d'ailleurs sur Emmanuel Macron après. Donc voilà, la colonisation a été un acte violent. A été un acte très violent. Et je peux vous le dire parce que je pense que nous ne regardons pas le fait colonial à la hauteur de ce qu'il a été, notamment en termes de violence. Et aujourd'hui, nous avons cette responsabilité-là. La deuxième chose, c'est que il a dit, dans je ne sais plus quel média d'ailleurs, que le risque était qu'il y ait une disparition des gens avec les yeux bleus, des blonds aux yeux bleus. Bon, moi, j'en ai marre de ces discours. En fait, je vais vous le dire, j'en ai marre. C'est-à-dire que la question, ça n'est pas cette espèce de panique que nous allons disparaître, envahis par je ne sais quoi. La question, c'est comment nous vivons ensemble. Et en fait, à ne pas poser la question en ces termes, eh bien, nous prenons les choses avec cette peur presque tripale de disparaître. C'est une peur qui a parcouru les siècles. J'ai même vu, et alors ça m'a absolument scotché, que dans les années 60-70, c'était ce qui était dit des personnes homosexuelles. C'est-à-dire qu'elles allaient envahir le monde. Enfin, on s'arrête un peu là et on réfléchit 3 secondes. Pour vous, est un auteur raciste, si je comprends bien? Je n'ai pas prononcé ce terme. Je vous ai dit qu'il avait intégré la question de la guerre de civilisation et il avait cette incapacité à penser le vivre ensemble. Eh bien, moi, je voudrais que nous trouvions vraiment toutes les manières possibles de vivre ensemble. D'accord, mais, en éradiquant la partie la plus violente. Mais si chaque personne qui remet en question votre lecture du vivre ensemble est étiquetée suprémaciste de l'extrême droite, ça va faire beaucoup de gens de l'extrême droite. Non, mais moi je ne pense pas que les gens aux yeux bleus sont en voie de disparition. C'est pas son propos, c'est pas. Non, mais en fait le poser comme ça, si le poser comme ça, c'est même pas le réduire, c'est lui prêter des fantasmes qui sont pas les siens. Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec vous, je ne le réduis pas à ça. Mais en fait, la question est jusqu'où il va, et telle est la question. Bien, les Algériens trouvent qu'il va trop loin. Je voudrais interroger Sandrine Rousseau sur cet article de nos confrères du Figaro qui ont publié les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui, à en lire le rapport pas encore définitif, veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans. Il est précisé plusieurs choses. D'abord, que ces personnes voulant cette transition ne doivent pas être considérées comme des malades, mais paradoxalement doivent recevoir des soins. Il est aussi précisé que l'absence de soutien parental, je cite, peut dégrader la santé mentale et mettre en danger la personne concernée. Et donc, il est recommandé une médiation avec les parents pour pousser les parents à accepter les décisions des enfants. Mais si les enfants persistent à refuser la demande les parents persistent à refuser la demande des enfants, alors la Haute Autorité de Santé préconiserait un signalement pouvant aller jusqu'à une délégation partielle d'autorité parentale, voire une déchéance de l'autorité parentale, voire une émancipation. Qu'est-ce que vous dites de tout cela, Sandrine Rousseau? Je dis que la transition de genre, et je le pose parce que pour l'avoir vécu, y compris dans ma famille, peut être très violente pour les parents. Très violente pour les parents. Et que les parents doivent accepter vraiment de ne plus avoir l'enfant qu'ils avaient connu ou qu'ils avaient sur lequel ils avaient projeté des choses peut-être aussi et sur lequel ils avaient des espoirs, voilà. Donc ils ne doivent pas s'opposer. Et donc je dois le dire parce que c'est quelque chose qu'on néglige quand même dans le débat, c'est que c'est pas voilà, il n'y a rien de facile, je pense, pour les parents à accepter cette transition de genre, mais pour autant l'angoisse que peuvent légitimement ressentir des parents, notamment aussi de peur des discriminations que pourraient subir leur enfant par la suite, eh bien ne doit pas non plus être un obstacle ou une violence supplémentaire sur les enfants qui souhaitent entrer dans une transition de genre. Je rappelle que la transition de genre n'est pas quelque chose qui, encore une fois, menace quoi que ce soit de l'ordre social. Ce sont des décisions qui sont... L'intégrité physique, cela dit. Pardon ? Ça peut menacer l'intégrité physique d'une personne, une jeune fille qui voit une opération chirurgicale. Je parle les bloqueurs d'hormones, mais qui se fait enlever les seins, par exemple. C'est pas l'ordre social, c'est la mutilation physique.
Oui, et c'est une décision que cette personne prend elle et qui est sa décision dans le cadre d'un processus dont, enfin moi je n'ai jamais connu et pour en avoir accompagné, c'est peut-être un grand mot, mais enfin en tous les cas pour être proche être proche de plusieurs personnes qui ont fait des transitions de genre, ça n'est jamais une décision que l'on prend comme ça sur un coup de tête un soir il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'on peut se demander qu'est-ce qui pousse tant de gens vers cela. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et qui est une construction extrêmement longue. C'est une réflexion extrêmement longue. Enfin vraiment, il y a pas quelque chose de l'ordre de l'impulsif dans cette décision. Et par ailleurs, je voudrais juste revenir sur l'intégrité physique parce que les seins ont toujours été l'objet de chirurgie. Je ne vous ai pas beaucoup entendu sur Monsieur Bock-Côté sur le fait que les femmes puissent les augmenter ou les diminuer, etc. À un moment, en fait, c'est le corps. C'est le corps. Non, ça n'est pas la même théorie. Et se faire enlever les seins en prétendant qu'on change de sexe. Non, là, vous êtes en train de surpasser ce que je dis. Je dis que notre corps nous appartient. C'est un slogan féministe absolu. Et je ne nie pas la difficulté de ces parcours. Je ne nie pas la difficulté des parents en tant que rôle de parents dans ces situations-là. Mais je dis que les personnes doivent être respectées dans leur volonté et dans leur construction et leur réflexion. Les parents sont exclus dans ce rapport. Les parents sont exclus dans ce rapport. Non, ils ne sont pas exclus. Ils disent on doit accepter dans ce rapport. Déjà, c'est un rapport provisoire. Oui, mais d'accord. Déjà, posons-le. La deuxième chose, c'est que vous dites que les parents seraient exclus. Moi, j'entends dans le passage que vous m'avez lu et que je n'avais pas lu avant d'entrer sur cette. Mais c'est dans le rapport, vous pouvez le retrouver, il a été publié par Le Figaro. Je ne mets pas du tout en doute votre parole, mais dans ce que j'ai entendu de ce que vous m'avez lu, c'est au cas où les parents feraient obstacle de manière légitime. Extrêmement forte. C'est leur enfant. C'est la question. En fait, les personnes en transition ont des taux de suicide qui sont extrêmement forts. Qu'est-ce que protéger son enfant ? Mais les mêmes taux de suicide des gens qui ont fait une transition de genre et qui ensuite regrettent. Est-ce que vous avez lu le livre de Caroline Eliachev qui reçoit justement les gens qui ont fait de la transition de genre et qui après ne peuvent pas revenir en arrière ? J'ai lu Caroline Eliachev et je vais vous dire, je l'ai même lu dans ses premiers écrits puisque j'ai lu, je crois, son premier livre quand j'étais jeune qui m'avait énormément marqué à l'époque. Bref, je ne vais pas revenir sur les écrits de Caroline Eliachev, mais je voudrais dire que oui, il se peut qu'il y ait des personnes qui regrettent après, mais en fait, à un moment, on ne peut pas, au nom de une ou deux personnes ou quelques personnes qui regrettent, empêcher véritablement une forme d'accession à ce que l'on est. Pourquoi 16 ans ? Pourquoi pas 18 à 16 ans? Ce sont des enfants. À 18 ans, ils sont adultes. Oui, c'est toute la question. Oui, alors bon, à 2 ans près, pardonnez, mais ça compte, on parle bien d'excuses de minorité en justice. Oui, mais l'âge 16 ans, 18 ans. Alors, je n'ai pas lu le rapport de l'HAS qui dit ça, donc je permettez quand même je répète, cela. Dès 16 ans, gratuit. Et il y a un paradoxe quand même, c'est que on ne doit pas les considérer comme des malades. Ça, effectivement, sur un point de vue sociétal, on peut en discuter, mais ils doivent recevoir des soins. C'est quand même assez antinomique. Évidemment, puisqu'il y a par exemple l'administration d'hormones, etc. Mais entre 16 et 18 ans, c'est la période de la puberté. Donc c'est aussi une période où explosent quelque part les caractères genrés secondaires, c'est-à-dire les seins pour les femmes. Tout à l'âge de 16 ans. Donc non, mais personne ne parle de tout permettre. L'HAS parle justement d'un accompagnement. Mais vous notez, avec l'HAS, il y a le comité d'experts l'HAS refuse, parce qu'il y a le groupe d'experts autour de cela, mais refuse de dévoiler l'identité des gens du comité d'experts. Si, on en a deux. On a Clément Moreau, qui est un psychologue transgenre qui exerce au sein d'une association transactiviste, et Nicolas Morel-Journel, qui est chirurgien spécialisé dans les opérations de changement de sexe. Mais ensuite, il y en a beaucoup d'autres qu'on refuse de donner l'identité, et on va en justice pour cela. Est-ce que ça vous inquiète que sur des questions aussi importantes, on décide de dissimuler l'identité des experts? Mais déjà, le fait qu'il y ait un expert transgenre c'est qui connaît la question. C'est qui connaît la question. On peut quand même accorder le fait que les personnes concernées peuvent parler aussi. On est devant les tribunaux en ce moment pour ne pas dévoiler. La deuxième chose, c'est j'aimerais vraiment poser cette question, c'est qu'est-ce que ça questionne en fait la transition de genre? Qu'est-ce que ça questionne? C'est le fait qu'on doive cacher l'identité des experts qui sont peut-être des militants. Ça fait si peur.
Pourquoi ça fait si Parce peur qu'on la protège vos enfants, transition de je le disais, Sandrine Rousseau. Comment vous protégez vos enfants si ces enfants se suicident bien plus que le reste de la population française? En quoi vous les protégez en fait? Qui décide qu'on protège les gens? Vous esquivez une question, la transparence, c'est important pour vous? La transparence des experts, on pourrait le savoir. Pourquoi ils ne diffusent pas les noms des experts? Parce qu'ils vont se faire cyberharceler et harceler à l'instant même où leur nom sera connu dans le domaine public. Là, je regardais, je vais vous dire, j'imaginais que vous alliez me poser une question sur Miss France que je n'ai pas regardé hier, donc j'ai regardé la question de Miss France. Vous posez vous-même les questions. On va terminer là-dessus. Le cyberharcèlement que subit déjà la Miss France martiniquaise, c'est de dire qu'elle est peut-être transgenre, mais ça va pas, non, en fait, c'est une panique morale. Aujourd'hui, les personnes sont en souffrance quand elles sont dans les processus de transition. Respectez cette souffrance, respectez leur intégrité, respectez ces personnes. Ça sera le mot de la fin. Respectons aussi les personnes qui n'ont pas à être cyberharcelées, et je suis bien placée pour vous. Merci Sandrine Rousseau d'avoir été l'invitée du Grand Rendez-vous.